Derrière le marbre vous est présenté par Baseball Québec. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette septième podcast de Derrière le marbre. Mon nom est François Paquette. Aujourd'hui, on va parler de bâton. On va parler d'une compagnie qui, depuis plusieurs années, a fait sa marque, pas seulement dans la région, mais je pense dans le monde du baseball. Puis on a deux gars qui travaillent chez B45 depuis quelques années, des visages que vous avez connus dans l'entourage des Capitales également au cours des dernières années. À ma gauche, Olivier Lépine, qui est directeur de production chez B45. Salut Oli. Salut François. Et Marc-Antoine Garriépi, avec qui j'ai travaillé à la radio, entre autres, qui est responsable vente et marketing chez B45. Salut Marc-Antoine. Salut François. Ça va bien? Ben, très bien, toi? Très bien. Est-ce que à la veille de la saison qui va commencer, est-ce que c'est une grosse période pour B45? Est-ce que là, on est en mode où il faut vendre notre produit aux joueurs, pas juste du baseball majeur, mais aux joueurs et aux ligues de baseball? Comment ça fonctionne? On va laisser le monde du bureau. Oui, c'est sûr que là, c'est un peu la frénésie du début de saison du baseball majeur. Là, on finit les camps d'entraînement. Là, dans le fond, ça fait quelques semaines qu'on se promène à essayer de vendre les bâtons. Je dis 11, c'est pas moi. Là, c'est on a deux représentants en fait qui font les 30 équipes du baseball majeur, que ce soit en Arizona ou en Floride. Donc, on est en train de terminer ça. C'est sûr que là, il y a des joueurs qui veulent essayer le produit, il y a des joueurs qui reviennent avec nous, il y en a qui sont allés voir ailleurs, qui reviennent, mais bref, c'est la grosse saison de vente, dans le fond, dans le baseball affilié, que ce soit des majeurs ou des mineurs. Puis là, dans quelques semaines, ça va être les saisons de monsieur, madame, tout le monde. Là. Dans le fond, les ligues amateurs, les ligues, que ce soit le Midget 3 ici au Québec, la Ligue junior, mais ailleurs en Amérique du Nord. Il y en a que ça fait plusieurs semaines qu'ils jouent déjà parce que le climat le permet, mais la plupart des gens, là, la saison va commencer autour de début mai. Puis je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais juste une petite parenthèse parce que tu parles de ligue. Pour B45, une ligue, je ne sais pas, d'une douzaine d'équipes où tout le monde utilise des B45, est-ce que ça a plus de valeur qu'un joueur du baseball majeur qui utilise vos bâtons? Tu sais, c'est pas juste au niveau financier, mais au niveau que les gens connaissent, utilisent vos bâtons, c'est-tu une grande différence par rapport à un joueur du baseball majeur? Ben, je pense que ça va dépendre de quelle ligue on parle, dans quel marché aussi on se trouve. C'est sûr que, mettons, une ligue importante dans le marché de Toronto qui peut avoir une bonne influence sur d'autres jeunes autour ou d'autres joueurs, là, ça peut être très, très important. Mais c'est sûr que si on parle d'une ligue qui est répartie dans différents marchés, c'est sûr que là, tu viens avoir une couverture un peu plus grande, tu viens rejoindre différents secteurs où est-ce que là, tu n'es pas nécessairement couvert par un magasin, par un distributeur, par quelqu'un qui peut parler de toi autrement. Mais c'est sûr que le joueur des majeurs qui va utiliser ton bâton, même si on ne peut pas vraiment se servir de beaucoup de matériel parce qu'on est très limité de ce qu'on peut faire avec l'image du baseball majeur et de ses équipes, reste que la crédibilité que ça apporte, aussi l'exposure que ça donne, parce que veut pas, on voit le bâton assez souvent pendant un match, surtout quand le joueur a beaucoup de temps d'antenne et est une vedette. Mais c'est ça, c'est vraiment deux impacts différents, ouais, mais qui peuvent avoir une portée presque aussi grande l'un versus l'autre. Bon, je reviens à la base de B45. Ça fait combien de temps que ça existe, B45? On a commencé en 2003, mais je pense officiellement c'est 2004, okay, dans les livres, là, mais 2003. Et à la base, c'était uniquement des bâtons quand on a commencé? Parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment avec les gants, toutes sortes de choses, mais à la base, c'était des bâtons. Juste des bâtons, puis pas beaucoup non plus, mais c'était juste des bâtons. Donc toi, tu es là depuis le début. Oui. Parle-moi du début quand ça a commencé. Est-ce que tu avais des doutes sur le projet quand ça a commencé? C'est drôle comment ça a commencé, parce que c'est justement, c'est un ingénieur forestier qui était avec nous autres au début, que lui, s'en allait voir une usine qui faisait, je pense, des contreplaqués en bouleau jaune, justement. Puis, en s'en allant vers l'usine, à la radio, Éric Gagné parlait je pense qu'il était encore avec les Dodgers à ce temps-là, puis il disait que après sa carrière, ce qu'il aimerait faire, c'est ouvrir un magasin de sport, okay, parce que, surtout baseball, parce qu'il dit qu'il n'y avait pas assez de magasins spécialisés pour le baseball à Québec. Puis lui, avec l'ingénieur, en s'en allant, il pensait au bâton de bois, justement, puis là, il a vu le bouleau jaune, puis il se demandait pourquoi que le bouleau jaune n'était pas utilisé, parce qu'il savait que l'érable, c'est comme en les années 90, c'est devenu très populaire, c'est enfreint depuis 200 ans. Puis il parlait au bouleau jaune, puis quand le gars faisait ses contreplaqués, il jetait tout le temps le cœur du bois. Il dit, pourquoi tu jettes ça? Il dit, il y a trop de nœuds, puis on peut rien faire avec. Mais il dit, passe-moi-en une bûche, puis on va essayer de faire un bâton avec ça. Puis on a rencontré quelqu'un qui a tourné un bâton, ça a pris du temps. On a fait un bâton.
Lui, il a parlé à une autre personne qui a dit « Moi, je connais Michel Laplante. » Puis Michel, il dit « Oui, je peux vous aider, mais moi, je suis un lanceur. Puis là, je connais Olivier, qui est un joueur. Fait qu'on va tester. » Fait que finalement, tout ça pour dire qu'on ne pouvait pas faire de bâton à partir du nœud, le cœur d'un arbre, parce qu'il y a trop de nœuds. Mais le bouleau jaune est resté. Puis on a fait des tests. Puis on a dit « Le bouleau jaune, ça se ressemble pas mal à l'érable, mais on a de la flexibilité du frein. Fait qu'on va essayer ça. » Mais encore là, c'est juste des phrases dans un livre, n'importe quoi. Fait qu'on l'a essayé. On a essayé, nous autres, on avait des bâtons en érable, parce qu'on était rendu en érable. Fait qu'on a essayé, on s'est fait des bâtons. Il nous a dit de tourner un bâton en érable, puis on a tourné un bâton en bleu jaune, puis pas de peinture, rien. Puis on a essayé de voir la différence. Puis on dit, bon, on l'essaye. Fait que c'est pour ça que quand je dis 2003, c'est qu'on a mis des bâtons dans les mains de certains joueurs seniors qu'on connaissait, dont mon frère. Fait qu'on a essayé ça. La réponse n'était pas pire, mais c'était du senior. Fait que l'année d'après, en 2004, on a dit, OK, on l'essaye avec les capitales. On était chanceux, on avait des connaissances avec les capitales. Puis moi, j'avais recommencé à jouer avec les capitales, justement, cette année-là. Puis je dis pas un mot à personne, j'apporte des bâtons dans mon sac, puis je frappe avec ça. Puis sans le dire à personne, juste pour voir. Puis là, t'étais le seul qu'ils utilisaient? J'étais le seul, parce que le monde, il avait jamais vu le terrain professionnel, ces bâtons-là. Fait qu'on a essayé ça, puis honnêtement, la première année, on a eu un bon résultat. Le monde nous a aimé, quelques ratés des fois, parce qu'on connaissait pas tout sur le bois encore. Puis à partir de ce moment-là, je veux dire, c'est de fil en aiguille, on a augmenté, puis on a réussi à spécialiser un peu plus notre connaissance au niveau du bois. Puis là, les ventes ont augmenté, puis c'est là que ça a vraiment commencé. Puis je te dirais peut-être qu'en 2006, je pense, 2007, on avait signé ou on avait vendu à Rondell White. Il jouait pour les Twins. Puis là, j'ai dit, ben si un gars des majeurs prend nos battes, ben là, on tient quelque chose. Parce que des fois, tes amis, pour te faire plaisir, vont dire qu'il est bien bon ou n'importe quoi. Mais là, on avait un joueur dans les majeurs. Fait que là, j'ai dit, là, on tient peut-être quelque chose, puis on a continué, puis... ça reste depuis maintenant 15 ans. Puis justement, à la base, vous étiez combien d'employés quand ça a commencé? Je dirais, on était un. J'exclus pas la personne qui parle parce qu'il y a était personne sinon. Mais oui, on était un. Pas mal un, que je faisais pas mal tout. Mais il y avait, parce qu'on était dans le sous-sol d'une compagnie DDM qu'on appelle, on était dans le sous-sol d'eux autres, puis il y avait des employés qui nous donnaient un coup de main de temps en temps. Mais je tournais les bâtons, j'ai sablais, j'ai peinturais, j'ai gravais, j'allais même les porter chez UPS parce que le camion passait à 3 heures, mais j'avais jamais le temps de finir mes bâtons à 3 heures. Fait que j'allais chez UPS les porter tout le temps. J'avais jusqu'à 6 h moins 10, je pense. Fait que j'étais là à 6 h moins 8. Je laissais mes bâtons, puis je connaissais même la madame bien au comptoir. Fait que non, fait que ça commençait, on était un. Mais avec du recul, là, c'était le fun pareil. Je veux dire, c'était du brage, mais c'était le fun. Est-ce que vous êtes parti, tu as parlé de Québec, vous êtes allé à Sainte-Catherine, ouais. Puis là, vous êtes revenu à Québec. Exact. À quel endroit vous êtes exactement? Là, on est sur Léon Armet. Dans le fond, c'est le parc industriel du Berger. C'est presque au coin là, de Robert Bourassa, Charest. Donc, c'est très central. C'est sûr que tu as parlé de Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, ça a été un peu un passage obligé dans la vie de l'entreprise parce qu'à un moment donné, il a fallu agrandir un peu les locaux. Et là, il y avait ça qui s'était libéré. L'opportunité était là. Mais on était rendu, je pense, ailleurs. Ça fait plus d'un an qu'on a déménagé à Québec dans notre nouvelle usine, qu'on a fait vraiment à notre goût. Mais c'est ce que selon j'allais dire, nos là, besoins. vous êtes là pour c'est rester. ça, exact. Ben oui, mais pour combien de temps, on ne sait pas parce qu'on regarde ce qui s'en vient, puis on va peut-être être à l'étroit dans... Ce qui est bon signe. Oui, c'est bon signe. Mais c'est ça. Donc, Sainte-Catherine est pour revenir à Québec depuis plus d'un an. Parce que tantôt, Ali, tu disais j'étais le seul employé. À quel moment tu t'es dit je pense que ça va marcher, là, que vraiment, tu disais tantôt, on tient quelque chose? Y a-t-il un moment où tu t'es dit oui, je pense qu'on a une place sur le marché, on a un bon produit à offrir, puis ça va fonctionner, B45? Mais comme je disais, quand on a pogné Ron Deloitte, mais je demandais souvent de l'aide à Michel. Michel avait d'autres choses à faire, mais là, je pense qu'il était tanné que je lui demande tout le temps de l'aide. Fait qu'il dit, on va peut-être engager du monde. Fait qu'à partir de ce moment-là, parce qu'au début, là, comme je veux dire, faire 500 bâtons dans une année, là, si on divise par 365 jours, là, ça en fait pas beaucoup par jour. Fait que ça va bien. Mais à un moment donné, on atteint, je pense, c'est qu'on était rendu, on a monté, je pense, de 500, on a fait 1300, 1400, puis après, on est tombé à 3000. Puis là, on dirait, là, juste cette étape-là, là, il nous fallait plus parce que il faut les sortir vite. Ouais. On peut pas prendre 5 mois pour un bâton. Fait que je dirais même peut-être un peu avant Ron Deloitte, là, je fais des blagues un peu, mais juste un peu avant, là on fournissait plus. Ça prenait trop de temps. T'sais, nos bâtons prenaient 1 mois.
Puis des fois, il faut aller plus vite que ça. Puis là, on était rendu à 2 semaines, 3 semaines. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a engagé une autre personne, puis un autre. Puis on est monté vite à 3. On est passé de 1 à 3. Après ça, 4, 5. Puis tranquillement, là, même, on est rendu comme dans la production. On est 7 présentement. Okay. On est 7 dans la production. Ils sont 3, je pense, dans le bureau. Dans le bureau, plus des vendeurs. Fait que là, on est vraiment une équipe plus solide. Puis, tu sais, le fait d'être 7, avec là, on est rendu à un deuxième tour. On avait un tour, on est rendu à 2 tours. Fait que ça monte vite quand même. Là, on le voit tout de suite. Là. Ça n'a pas été trop long. Comme je disais, on est passé de 1300 à 3000. Là, ça se faisait plus. Aujourd'hui, en 2017, c'est à peu près combien de bâtons vous allez fabriquer? Ben, l'année passée, on a fabriqué un peu plus de 17 000 bâtons. Donc, on est parti de 3 000, là où est-ce qu'il fallait engager des gens, là, on est rendu à 17 000. C'est sûr que là, on parle d'une dizaine de personnes totales, mais c'est pas une production qui nécessite vraiment plus de gens. Là, je pense qu'on est rendu à un niveau où est-ce qu'on peut augmenter, naviguer avec qu'est-ce qu'on a comme effectif. Là. Parce que quand justement, on parlait de ligues qui utilisent des bâtons, souvent, j'imagine, tous les bâtons vont se ressembler, mais quand c'est un joueur du baseball majeur, ça doit être assez pointu. Là, je veux dire, des petits détails, pas juste la couleur. Là, je parle évidemment du mais bâton. Je te dirais que ça a changé, François. Ça a changé pas mal parce que on dirait que depuis que c'était en freine tout le temps. Ça, on recule, on voit Roberto Alomar puis les Paul Molitor de ce monde. C'est des bâtons, là, on dirait qu'ils viennent d'être coupés de l'arbre. Là. On dirait que c'est une branche. Puis là, quand l'érable est arrivé, il y a beaucoup de compagnies qui se sont mis à faire de l'érable. Puis je pense pour se différencier, ils ont à rajouter comme un plus beau fini. Puis là, tout le monde veut ici des couleurs spéciales. Puis là, on dirait qu'on est tombé là-dedans. Parce qu'au début, c'était juste les majeurs. Je veux 31 onces, c'est 31 onces. Pas 31.5, pas 30.5, 31. Mais là, tout ce qui est aspect couleur, mettons, les couleurs du logo, ça. C'est rendu quasiment tout le monde cherche à avoir sa propre affaire. C'est vraiment un bâton personnalisé. Maintenant, le joueur veut non seulement un bon bâton, mais personnalisé à ses couleurs, son nom, ci pis ça. Fait que ça devient quasiment une pièce, quasiment une œuvre d'art pour chacun. Mais justement, ça m'amène, on parle de joueurs des majeurs qui utilisent des bâtons. Comment ça fonctionne, Marc-Antoine, pour vendre notre produit? Est-ce qu'on utilise des échantillons pour dire à tel gars, essaye-le, puis tu nous en donneras des nouvelles? Ben, au niveau des majeurs, je pense que c'est un peu obligatoire, dans le fond, d'y aller sur le principe de essaye-le, puis tu m'en donneras des nouvelles. OK. Mais c'est un peu comme ça quand tu commences. Là, je pense qu'on est rendu au stade où est-ce que entre les joueurs, pendant la saison, ça se fait un peu tout seul, si on veut. Dans le fond, c'est que un joueur, à un moment donné, ça va pas bien, ben le coéquipier, il y a des B45, essaye ça, ça va bien. Puis là, dans le fond, ben ça devient qu'on a un réseau de représentants non officiels qui nous donne un coup de main. Fait que je pense qu'on est rendu à avoir assez de clients présentement dans le baseball affilié pour dire que oui, pendant le camp d'entraînement, il faut les faire essayer. On a Kevin Young, notre représentant, Chuck Alden qui fait aussi un peu de travail en Floride, pour les faire essayer aux gars qui ne nous connaissent pas. Mais pendant la saison, là, c'est des gars qui nous connaissent puis qui nous aiment, qui le font essayer à d'autres gars. Puis là, ben, ça fait boule de neige, puis ça fait en sorte que le produit se répand, parce que là, on a assez de couverture. On est pas mal présent dans toutes les équipes, à part quelques exceptions, là, mais dans tous les vestiaires des mineurs ou des majeurs de pas mal toutes les équipes, il va y avoir un B45 à quelque part. Fait que ça, je pense que ça donne un coup de main pour nos représentants qui n'ont pas à traîner un 100-150 samples au camp d'entraînement, ce qui est un peu le cas au début, je pense. Oui, au début, on apportait beaucoup, mais maintenant, comme tantôt, tu parlais encore des joueurs professionnels, ils sont tellement pointilleux sur leur bâton, parce que ce qu'on voit maintenant, c'est qu'ils nous envoient leur bâton. OK. Ils nous envoient leur bâton, puis ils disent « Copiez-moi mon bâton ». Une copie conforme. Fait que c'est... Oui, on apporte des bâtons encore, comme Marc-Antoine disait, on apporte, mais on peut plus en apporter tant que ça, parce que chaque joueur, quasiment des joueurs des majeurs, là, ils ont tous leur modèle à leur nom. Puis si tu veux qu'il l'utilise, tu veux qu'il utilise exactement ce qu'il veut. Là. Puis bien souvent, ça va ressembler vraiment à ce qu'on fait un modèle standard. Il y a quelques petites différences, mais c'est que lui... Il y a son nom dessus, probablement qu'ils ont créé son modèle avec son numéro de modèle à lui spécifique. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu copies des bâtons, puis souvent tu dois dire, ben, crime, ça ressemble à tel ou tel bâton, mais finalement, ben, lui, il veut ça. Fait que c'est ça qu'on va lui donner. On a parlé beaucoup de Carlos Gonzalez, qui était un fier représentant de B45. Je pense qu'on a parlé de Jock Peterson aussi, qui utilisait lors de la série mondiale. Je vous imagine là, dans le salon en train d'organiser la série mondiale. Tu des fois, vous vous dites, tu pourrais juste tourner ton balle, qu'on voit le logo, puis des petites choses comme ça. J'ai pas écouté la série mondiale, j'ai écouté l'unité 9. Puis en plus, là... Mais honnêtement, moi, je parlais en tant que fabricant. Là. Fabrique, on va puis
tout le monde était dans l'usine, là, tout le monde, on le voit le bâton, là, puis tout le monde il a quasiment touché, tout le monde a fait ses affaires, puis là, il part le lundi, il le reçoit le mardi, puis là, il prend le bâton le soir même, puis il frappe un circuit. C'est vrai que ça fait quelque chose. On va bien beau dire, ça fait rien, puis c'est notre travail, mais ça fait quelque chose parce qu'on le voit, puis on dirait que la série mondiale, on dirait que chaque présence au bâton, il y a tellement de pression, ou je sais pas trop quoi, fait que là, on la regarde toute, puis on va être sûr qu'il prend notre bâton, puis c'est vraiment le fun. Mais ceci étant dit, qu'un joueur des Capitals frappe un circuit, on est content aussi, puis le joueur dans le Jet 3 aussi. Mais c'est vrai qu'à TV, ça nous fait un petit mais dos. Jock Peterson, tu disais, tourne-le un peu, mais lui, il avait probablement la pire combinaison de couleurs pour qu'on le voit à la télé. Il voulait un bâton verni, donc couleur bois, avec un logo argent. Donc le contraste était nul. Là. Donc on pouvait, même s'il le tournait, il fallait vraiment regarder puis savoir que c'est un B45. Sur les photos, c'est vraiment subtil aussi. Mais quand même, on a réussi à faire un peu de Monsieur s'est ramassé à salut bonjour à parler de ça. Là. Je pense qu'on a réussi à faire un peu de millage là-dessus, mais ça reste que c'était subtil. Parce que je sais que chez les Capitals, la plupart des joueurs vont prendre des B45, mais il y en a toujours quelques-uns qui arrivent avec leur bâton, qui veulent absolument rien savoir. Il y a des gens comme ça, je dirais pas qu'ils sont bornés, ils ont leur choix puis ils peuvent le faire, mais il y a des gens qui veulent absolument rien savoir. Même s'ils frappent 122 pendant 2 mois, ça va rester tel bâton de telle sorte puis ils veulent pas changer. Mais je veux dire, c'est d'un autre côté, moi, ça me dérange pas parce que c'est leur outil de travail. J'ai même joué, je sais quoi. Quand tu es à l'aise avec un bâton, c'est dur de changer. Puis si, par hasard, tu changes ça va mal, tu vas t'en vouloir. C'est pourquoi j'ai changé de bâton. Mais, tu sais... On fait des tests sur. On a fait des tests avec Fort Intech dans le temps, puis ils analysaient l'impact d'une balle par rapport à une essence de bois. Puis même si tu dis avec le boulot jaune, ta balle va aller un petit peu plus loin, non, moi c'est l'érable que je veux. Il fait qu'il y a du monde que c'est dans leur tête, c'est l'érable. Puis, exemple, encore à nos jours, 75% des bâtons des majeurs sont en érable. Puis, on parle à eux qui font, parce que maintenant, il y a de la goutte d'encre, parce que les tests de sécurité, tout ça. Quand on parle à eux qui ont mis ça en place, ils disent, on est convaincus que le boulot jaune, ça serait la meilleure essence. Mais, Giancarlo Stanton a frappé 59 circuits avec de l'érable. Peut-être des bons arguments pour dire hey, si tu prends le mien, t'en as 63, tu te rappelles-tu le 22 fait que c'est ça. Fait que le monde, ils ont encore leur bâton, sont habitués, ils ont eu des bons chiffres. Mettons, je prends un joueur qui vient avec les Capitals, il jouait 2A la saison d'avant, puis il a eu une bonne saison. C'est sûr qu'il apporte ses bâtons avec lui. Peut-être qu'il va les essayer de rendre pratique au bâton, puis de fil en aiguille, à un moment donné, ok, je vais le prendre, mais sur le coup. Mais on a vu beaucoup, par exemple, du monde qui ont passé de l'érable au boulot jaune en mettant avec un B45, puis il dit hey, au début j'étais un peu sceptique, mais finalement c'est le meilleur bâton que j'ai jamais eu. Parce que tu parles d'érable, il y a eu à un moment donné, il y a quoi, 7 ou 8 ans, on parlait de peut-être même bannir l'érable à un certain moment donné, puis écoute, le sujet est comme tombé dans l'oubli. On dirait qu'aujourd'hui c'est comme on n'en parle plus, puis l'érable est là pour rester. On n'en parle plus. On en parle plus facilement et plus dangereux pour les spectateurs et les joueurs. Mais on en parle beaucoup. Je veux dire, quand on est allé, on va au Winter Meeting, on rencontre justement la compagnie Teco, puis ils en parlent beaucoup. Ils ont voulu bannir l'érable, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu venais de, mettons, plusieurs compagnies auraient fait, ben là, nous autres, on va être à la rue, là, on fait juste des... Fait qu'ils pouvaient pas. Puis l'association des joueurs voulait de l'érable encore, mais comme je veux dire, la réglementation sur l'érable tellement modifié. Maintenant, ils peuvent plus faire des bâtons trop légers. Si ton bâton est trop gros, ben, tu es obligé de baisser la circonférence du baril. Ils ont plein de règlements qui ont été inventés pour l'érable pour empêcher le plus de bris. Parce que ce qui est, comme tu disais, l'expression qu'on utilise souvent, c'est que le bâton d'érable va casser comme une carotte, mettons, tandis qu'un frein ou un bouleau jaune, ça brise comme un céleri. Fait que la carotte, elle va briser franc, sec, puis il y a un bout pointu. C'est ça que le monde veut éviter. Puis je pense que c'est il y a 2 ans, à Boston, une madame avait reçu le baril sur la tête, parce que la majorité des gens vont regarder la balle, puis ils portent pas attention au bâton, puis ils l'ont. Fait il y a beaucoup de règlements. Le manche est rendu plus gros. Avant, on pouvait prendre des manches un peu plus petits. Ils ont grossi justement pour empêcher que ça brise. La goutte d'encre qui a été instaurée à cause de l'érable. Fait il y a plein de règlements qui essaient de contrôler l'érable le plus possible. Est-ce qu'elle va être bannie un jour? Je sais pas, mais parce qu'il y a la loi grand-père, là, certains joueurs qui sont nés avant telle année ont le droit de prendre encore des gros barils en érable. C'est comme la visière au hockey, ça. Ou le casque. Le dernier, c'était Greg McTavish. Je pense qu'il avait le droit à jouer pas de casque. Mais au baseball, ça va être ça. Fait que d'ici 5-10 ans, là, tantôt, je te parlais de 75% de l'érable. J'ai hâte de voir dans 10 ans, ça va être
quoi exactement. Ça se peut que ça soit 30% érable. Ça peut baisser assez rapidement. Là. Puis, à un moment donné, c'est sûr que le bouleau jaune, quand B45 est arrivé, c'était peut-être un peu moins connu, mais j'imagine que comme dans n'importe quel business, il y a des gens qui vous ont, sans dire copié, il y a des gens qui ont utilisé votre formule aussi. Là. Ouais, tu sais, à l'heure où on se parle, je peux pas dire que toutes les compagnies de bâtons font du bouleau jaune ou du bouleau, parce qu'il y a d'autres types de bouleaux, je pense, qui peuvent être utilisés. Ouais. Mais la plupart le font et c'est pas nécessairement leur ligne principale. Tu sais, on est peut-être 2-3 compagnies à miser uniquement là-dessus. Mais la plupart l'offrent. C'est dans leur catalogue. Dans le fond, tu peux choisir ton bâton en érable, en frêne, en bouleau. Mais c'est ça, on est pas mal la seule compagnie, peut-être une autre en Californie, que c'est uniquement du bouleau jaune. Puis c'est juste ça qu'on fait. C'est nous autres qui avons inventé ça, à la limite. Là, puis on va faire ça pendant des années encore parce que c'est ce à quoi on croit quand on fait des bâtons. C'est la meilleure essence, dans le fond. La compagnie a été vendue il y a quoi, environ 2 ans à Éric Gagné et son groupe. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous autres? Est-ce que vous avez vu une différence? Est-ce que Éric Gagné s'est servi de ses contacts ou pour vous autres, ça ne change pas grand-chose? Dans votre travail de tous les jours, ça n'a pas changé grand-chose? Moi, je tourne encore les bâtons. Ça, c'est pareil. Mais ça a changé parce que, honnêtement, moi, je faisais partie du groupe d'avant aussi. Oui. Fait que, à un moment donné, on dirait qu'on était beaucoup de monde, chacun sa vision, puis des fois, on s'en va pas tous dans la même place. Puis là, on a eu un plus petit groupe qui est arrivé, on dirait avec beaucoup d'énergie, puis ça a fait... Moi, je pense que ça a fait une bonne différence parce que, justement, si on regarde depuis les 2 ans qui sont là, nos ventes ont vraiment augmenté. Fait que c'est peut-être juste une nouvelle énergie, une nouvelle affaire. Tout le monde poussait un peu dans le même sens. Fait que c'est ça la grosse différence. En tant que du travail en tant que tel, non, je veux dire, on continue à faire des bâtons. C'est juste qu'on a plus à faire maintenant. Là, OK. Mais non, en tant que tel, je sais pas si toi, Marc-Antoine... C'est sûr que moi, j'ai moins vécu le avant, mais je pense que oui, c'est ça. Le nouveau groupe est arrivé avec une vision différente. Dans le fond, on a développé d'autres produits depuis ce temps-là. On a développé d'autres marchés, d'autres façons de faire. Dans le fond, on est allé plus vers le réseau de détaillants. On a vraiment grossi cet aspect-là, tout en grossissant encore notre présence dans le baseball majeur. C'est sûr qu'avec Eric, il arrive avec un livre de contact qui est vraiment, vraiment gros. Donc, ça arrive avec une crédibilité aussi lorsque ton propriétaire il a gagné un trophée Cy Young. C'est sûr qu'il est encore connu dans le monde du baseball. Il y a encore un paquet de gens à qui il peut lâcher un coup de fil puis essayer de faire avancer les choses. C'est sûr que ça l'a aidé grandement. Puis je disais tantôt, maintenant, il n'y a plus seulement les bâtons, là, on est rendu avec les gants et autre chose. Et comment ça a fonctionné, ça? Parce qu'à un moment donné, tu parlais d'utiliser les bâtons, les gants, comment ça fonctionne? On dit à un moment donné, on fait quelque chose, on les prête à des joueurs, on dit qu'est-ce que tu voudrais améliorer. Comment ça a fonctionné pour, disons, étendre votre gamme de produits? Oui, les gants, c'est un peu ça. Dans le fond, on a commencé... On en a déjà eu un peu dans le passé. Okay. Ça avait été des résultats quand même mitigés. Quelques années de pause, puis là on est revenu dans le fond avec parce que c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on fait nous-mêmes. Dans le fond, on a trouvé quelqu'un pour le faire en Asie. Par contre, on l'a vraiment adapté à ce que nous on veut, autant au niveau des designs, des couleurs, mais aussi de quelques ajustements. Puis oui, on a dans le fond fait quelques exemplaires qu'on a donnés à nos clients professionnels, à nos ambassadeurs, qui eux l'ont essayé, ont donné leurs commentaires. Fait que comme ça, c'est un jeu de se retourner un peu. Là, toi, qu'est-ce que t'aimes dans ce modèle-là? Les couleurs, tout ça, qu'est-ce qu'on devrait faire? Vers quoi on devrait aller? Puis c'est comme ça qu'on arrive, dans le fond, à avoir quelque chose de pas mal défini présentement, qu'on va pousser dans les prochaines années. Parce que j'ai parlé de gants, là, il y a gants de joueurs, gants de frappeurs, ouais. Ça va assez loin, là, la gamme de produits. Là. C'est ça, gants de joueurs en cuir, le gant pour jouer sur le terrain. Une mythe. Gants de frappeurs, après ça, on a différents autres accessoires, on a un peu de vêtements, casquettes et tout ça là, pour faire rayonner la marque, mais oui, c'est pas mal là-dedans qu'on est présentement, puis peut-être qu'un jour, on va étendre à d'autres types d'équipements parce qu'on a des compétiteurs qui se sont lancés dans faire des équipements de protection, des casques, il y a plein de choses rattachées au baseball qu'une fois que tu as trouvé les bons fournisseurs, que tu as un bon canal de distribution, mais après ça, tu peux vendre à peu près n'importe quoi qui est lié parce que c'est sûr que le client va vouloir acheter le plus d'affaires possible au même endroit. Fait que toi, en tant que brand, tu veux développer le plus de produits possible pour que ta marque grossisse. Et tu as parlé tantôt de fabrication de gants en Asie. Est-ce que pour les bâtons en tant que tel, est-ce que le marché pour vous autres, c'est surtout nord-américain ou vraiment ça s'étend à l'échelle planétaire?
Ça grossit. Écoute, le baseball en tant que tel grandit un peu partout dans le monde. Ouais. C'est sûr qu'il y a des coins de la planète que ça reste encore plus fort. On voit États-Unis, Canada, Amérique centrale. Puis là, après ça, en Asie, on est au Japon où est-ce que c'est très fort. C'est un marché qui est un peu plus dur à rentrer parce qu'ils ont quand même des marques japonaises qui sont très solides, sont assez protecteurs de leur marché. Il faut être homologué ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Il faut avoir une licence ok. pour être vendu dans la ligue. Un peu au même titre que ça prend une licence pour être dans les ligues majeures ici, mais ça prend une licence pour être dans la ligue majeure japonaise. Mais sinon, en Europe, le baseball grandit. C'est sûr que les volumes sont pas énormes, mais dans le fond, on a une bonne présence en France, aux Pays-Bas. On est en train de développer l'Allemagne. Je sais que la République tchèque, ils ont un programme de baseball qui s'en vient quand même assez solide. Fait qu'il y a différents endroits comme ça que les compagnies, dans le fond, nos compétiteurs qui sont principalement américains, vont être moins portés vers l'Europe. C'est moins un marché naturel pour eux parce que les autres, ils ont accès aux États-Unis, qui est un énorme marché, plus près encore de l'Amérique centrale. Ils ont toujours le marché canadien. Fait que l'Europe, c'est peut-être moins naturel. Donc, pour nous, c'est sûr que oui, les États-Unis demeurent un marché gigantesque, puis on a peut-être pas 1% du marché présentement, fait qu'il y a encore place à grossir, mais il y a d'autres places dans le monde que le baseball grandit vite, et dans le fond, que nous, on a une belle opportunité en tant que compagnie canadienne de faire affaire avec ces gens-là. Parce que les joueurs voyagent beaucoup en plus, hein, puis ils apportent leur bâton, puis nos bâtons se retrouvent à peu près n'importe où. Exemple, j'étais au Panama, puis j'ai regardé à TV, il y avait un match de 2 équipes du Panama. Puis j'ai vu un de nos joueurs, un joueur avec notre ancien logo. C'est-à-dire un bâton peut-être d'avant janvier 2016. Fait que pourquoi il s'est rendu là, je ne sais pas, mais c'est là qu'on voit que le baseball grandit partout sur la planète. Donc, beaucoup de monde sont prêts à aller jouer partout. Tout le monde veut jouer des fois 12 mois par année. Fait que quand ils viennent jouer certains mois en Amérique du Nord, ben ils veulent trouver un autre pays. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bizarre, pareil, de voir. J'ouvre la TV, il y a à peu près 3 postes. Puis un des postes, c'est un match de baseball, puis il y avait notre bâton, puis... C'est pas un gars à qui on a vendu directement, Non, c'est ça, là, il que s'est tu connais rendu... même pas. Juste, ils ont gagné 3-1, puis il a fait un circuit de 2 points. Je dis ça de même, là. C'est juste un hasard. C'est juste un hasard, mais il a frappé un circuit de 2 points. Mais c'est qui le plus gros client de B45? Y a-tu, tu sais, quand je parlais de ligues tantôt, je sais que Michel parlait à l'époque de certaines ligues où tout le monde utilisait des B45. Est-ce que ce sont ces ligues-là qui représentent les plus gros clients? Écoute, vu qu'on a développé beaucoup le réseau de détail, dans le fond, les magasins, je te dirais que eux, c'est là qu'on va chercher du volume. Parce que tout dépendant du genre de magasin que tu as, mais tu peux passer à un 150, 200, 300, 400 bâtons par année. Tu sais, Baseball 360 à Québec, ils font un gros volume pour nous. Fait que je pense que c'est là qu'on est capable d'aller chercher notre meilleur volume. Puis avec eux, on peut passer aussi tout le reste, là, les gants de frappeurs, les accessoires et tout ça. Mais c'est sûr qu'une équipe comme les Capitals, ça reste un de nos plus gros clients d'équipe, si on veut, là, parce que c'est eux qui passent un des meilleurs volumes chez nous. Mais on a des équipes, des majeurs, qui commandent beaucoup de bâtons pour leurs filiales. Les Angels d'Anaheim, les Phillies, l'an passé, nous en a commandé beaucoup. Fait que ça dépend un peu du type de client. Par type de client, le retail, équipe, ligue majeure, on va avoir 1, 2, 3 gros clients là-dedans. Là. Ce sera jamais un joueur en tant que tel. Non. Un joueur comme, exemple, Carlos Gonzalez, lui, il nous avait commandé une année peut-être 60 bâtons parce qu'il en donne pas mal, parce qu'il en avait cassé 3 dans l'année. Fait en théorie, il aurait pu commander 6 bâtons, puis son année est finie. Fait un joueur en tant que tel ne pourra pas être un gros client. Puis ça serait pas bon en réalité quelqu'un nous commande 300 bâtons parce qu'il en a cassé 295. ça serait pas bon. Mais fait que c'est comme il disait Marc-Antoine, on commence à avoir des magasins, puis les magasins, les autres peuvent monter vite. Là, des 2, 3, 400 bâtons faciles par un magasin. Mais justement, parce qu'on parle de qualité, puis je sais que B45 s'est toujours fait une fierté sur la qualité et le nombre de matchs ou de mois que tu peux utiliser un bâton. Est-ce que je peux dire, est-ce que ça a été prouvé que, sans dire B45 ou bouleau jaune était plus solide que on parlait de frêne érable, est-ce que ça a été prouvé? Le bouleau jaune, oui. Effectivement, il a été prouvé que c'est plus résistant que, exemple, l'érable va avoir tendance, parce que si tu ne frappes pas au bon endroit, il y a beaucoup plus tendance à casser, tandis que le bouleau jaune, à cause des fibres plus flexibles, comme le frêne,
va plier. Fait que c'est prouvé que le bouleau jaune, c'est le bâton qui dure le plus longtemps. Après ça, ça dépend du fabricant aussi. On peut fabriquer un mauvais bâton bouleau jaune aussi. Il y a des règlements à respecter ou juste avoir ta fibre, s'il n'y a pas des nœuds dans le manche, des affaires comme ça. Mais oui, l'essence bouleau jaune est prouvée qu'elle est plus résistante sans perdre de puissance. Tu sais, des fois, mais bon, on aura le bâton le plus résistant, mais si tu n'as pas de puissance, tu vas aller attirer aucun joueur. Parce que la première question qu'il te pose, le joueur, quand il va essayer ton bâton, y a-tu du pop? Parce que s'il n'y en a pas... Puis toi, tu as posé la question, toi, t'en as-tu du pop? Parce que non, c'est pas juste le bâton. Faut jamais écœurer les joueurs. Le client a toujours raison. Non, mais... Fait que c'est la première question. Le monde, c'est ça qu'ils veulent. Puis ils vont le dire, des fois, là, ils vont regarder si ton bâton a marqué quand on frappe une balle. Ah, ton bois, il est mou. Le monde ne veut vraiment pas perdre de puissance. On sait, le monde va chercher les circuits, des affaires comme ça. Fait que c'est la première question. Puis le bouleau jaune, ben, il y a autant de puissance que le frein puis l'érable. C'est trois essences qui génèrent sensiblement la même puissance. Puis notre bâton, ben, le bouleau jaune, il est plus résistant. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que je fais juste un parallèle, puis tu vas me l'expliquer. Par exemple, avec un bâton de hockey, tu vas acheter un bâton de hockey, tu peux jouer un an avec, mais à la fin de la première année, il commence à être un peu plus mou, puis tu sens qu'à un moment donné, il va casser. Un joueur de baseball, quand il est sur une bonne séquence, il ne changera jamais de bâton. Puis si le bâton ne casse pas, tu peux l'utiliser sur une période sans qu'il y ait de changement par rapport à la première fois que tu l'as utilisé. La seule affaire, il faut que tu fasses attention, c'est quand tu vas entreposer ton bâton dans le fond, parce que une matière, le bois, c'est toujours vivant. C'est une matière vivante, fait qu'il va prendre ou perdre l'humidité. Mais si tu prends un bâton avec du vernis, exemple, ça scelle un peu le bâton, puis fait que l'humidité en dedans de ton bâton variera pas. Le danger dans le temps des hockey, je m'en rappelle, quand on allait acheter nos bâtons à la fin de l'année, mais il était dans le grenier chez les Canadiens de Taha, puis ton bâton était sec. On disait un bâton sec. Mais avec un bâton de bois, ça pourrait faire ça. Si tu le laisses à côté du calorifère tout le temps, mais il va venir sec, puis là, c'est dangereux. Mais si tu le gardes normalement, puis l'idéal, c'est en position verticale et non horizontale, verticale, pour pas que... Mais, moi, j'ai encore du monde que je joue. Quand on a commencé, on gravait le logo. Mais je joue avec du monde qui a encore des bâtons à graver. Puis je pense la dernière fois qu'on en a gravé un, je pense en 2007, le 13 avril 2007. Fait qu'il y a quelqu'un qui va jouer 10 ans avec ce bâton-là puis qui n'a jamais exemple, passé. moi, c'est sûr que là, je suis plus une référence, mais je dis, moi, j'ai mon bâton de 2010. Puis je joue encore dans des petites ligues comme ça. Puis c'est un bâton de 2010, là. Mais si tu le mets pas, comme j'ai à côté d'un calorifère, tu le gardes comme il faut. À un moment donné, on dirait que les fibres deviennent tellement solides en dedans que... il brisera plus. On dirait qu'il brisera plus. Tu sais, pour nous, tu parlais de c'est qui votre plus gros client, tout ça, mais ça fait en sorte que justement, des gens qui pouvaient commander peut-être un peu plus de bâtons, ben là, ils en commandent moins parce que ça casse moins. Fait que pour nous, c'est le fun de pouvoir se servir de ça comme argument de vente, mais encore là, la répétition arrive moins vite. Puis, tu peux pas vendre ton bâton 300$ non plus parce que le marché, il est pas prêt à l'accepter. Fait que, oui, c'est le fun de pouvoir dire ça, puis ça flash comme statistique, de moins d'1% de gens brisent leur bâton dans 30 jours. C'est des choses qu'on peut promouvoir, mais encore là, pour nous comme compagnie, des fois, peut-être si ça brisait un peu plus, on en vendrait plus. Mais dans le manche, mais non. Mais je pense qu'on aime mieux faire un produit de qualité qui va être durable, quitte à perdre des ventes. Et voilà. On a parlé tantôt de Carlos Gonzalez autre jour. Ça a été qui les représentants là, que les gens connaissent qui ont utilisé des bâtons B45 dans le baseball majeur dans les dernières années? Il me semble qu'au départ, il y en avait quelques-uns qui étaient très ciblés, mais disons que ça s'est répandu. Ce sont qui les joueurs qui aujourd'hui utilisent des B45 qui sont pour vous des bons vendeurs, entre guillemets? C'est sûr que nous, c'est facile de savoir qui les commande. T'sais, on a la commande, on les fait, voici, on met ton nom dessus. Mais après ça, de savoir est-ce qu'il prend vraiment en situation de match, ça, c'est une autre histoire. Parce que des fois, il peut commander de 3-4 compagnies différentes, tout dépendant de la situation. Il peut juste les prendre en pratique ou peu importe. Mais dans le fond, sauf que ceux qu'on prenne pour vrai, ben, on a Carlos Gonzalez, on a Jonathan Lucroy, on a Kean Broxton, qui est un jeune assez prometteur avec les Brewers de Milwaukee. Au fil des années, on a eu des gars comme Dee Gordon qui en ont pris. On a eu, après ça, Tommy Joseph. On a Ben Gamel qui est un autre jeune à Seattle. Jock Peterson, je pense. Jock Peterson, un autre pas pire. Kiki Hernandez qui a frappé l'an passé aussi en circuit mondial. Jake Arrieta, on a des lanceurs aussi. Qui est un des bons frappeurs chez les lanceurs. Tu as parlé de Kiki Hernandez. Est-ce que c'est lui qui utilisait B45 seulement d'un côté du marbre? Oui.
Quand il était Non, droitier. mais il y a Shane Victorino aussi. Ah, qui est ok, comme mais ça, ouais. Kincaid, quand il est de la Ouais. droite, il prend nos bâtons de la gauche. un autre T'es-tu match. capable de nous expliquer ça ou c'est psychologique? Ah, ben, dans le fond, c'est peut-être même pas le même modèle. OK. Parce que peut-être que de la gauche, il est plus faible ou il voit moins bien la balle d'une certaine façon, fait qu'il prend un bâton plus petit, puis il y a un modèle qu'il adore, puis quand il est de l'autre bord, il swing plus fort parce que peut-être droitier, c'était son côté naturel, fait qu'il peut prendre un bâton plus long. Ils ont 1 million de raisons pour faire le. Ben, tu sais, ces autres sont payés le gros prix, fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là. Mais pour toi tu sais, qui tourne des bâtons, qui en fabrique, tu as des demandes particulières de la part des joueurs du baseball majeur, mais je veux dire, il n'y a rien qui peut sortir de l'ordinaire dans le sens où il y a des règles à suivre, puis il y a quelque chose de standard. Là. Oui, parce que, mettons, ton bâton ne peut pas être plus long que, je pense, c'est 36 pouces, je pense, peut pas être plus lourd que 42 onces. Y Fait a-tu que, tu sais, non. quelqu'un qui frappe avec ça? C'est quoi le plus pesant? Ben, on avait Soriano prenait du 33 onces, un 35-33, ça commence. Big Papi, c'était un 34,5, Wow. 33. Ah non, le monde, parce que, arrêtez, plus lourd que tu prends ton bâton, plus de force que tu rajoutes. Mais encore là, le but du jeu, c'est de frapper la balle au bon endroit. Fait qu'il faut que tu sois capable de contrôler le poids. Fait que, mais les joueurs tentent d'avoir le bâton le plus long possible, le plus lourd possible. Moi, je dirais que la longueur puis le poids qu'on a le plus souvent, c'est des 34 pouces de long avec Ok. 32 onces. Ça, c'est le modèle qui revient souvent. 34-32, comme on dit. Mais en dedans des règlements qui est établis par les ligues majeures, ben, ce qui va changer, c'est qu'il va dire, moi, je veux que mon manche soit absolument cette grosseur-là. Je veux que mon poids soit plus dans le bout du bâton. Ça, des fois, je ne comprends pas, parce qu'on peut pas contrôler où que le poids va être. Mais après ça, il dit, moi, je veux que mon bâton soit copé vraiment. Copé, c'est le trou au bout du bâton. Le règlement, c'est 1 pouce écart. Il dit, moi, je veux vraiment qu'il soit à 1 pouce écart. Ou non, il dit, moi, je veux pas de cope pantoute, pas de trou. Fait que ça, ils ont toutes des demandes spéciales. Puis Nung va te dire, moi, je veux 31 onces. J'accepte 31.1 puis 30.9. Pas en bas, pas en haut. fait que c'est ça. Mais c'est drôle, des fois, ce joueur-là nous envoie un bâton à copier. Sur le bâton, c'est écrit 31, puis quand on le pèse, il est rendu 32. Parce qu'à force de mettre de la résine, puis tout ça, le bâton est rendu trop lourd, mais c'est des petites demandes comme ça. Mais tu parles de règlement, là, juste pour finir là-dessus, Oui. il y a à peu près 18 pages de règlement qu'on doit respecter avec le baseball majeur. Ils sont assez sévères. Puis c'est probablement le seul aspect de l'équipement, là, pour d'autres, les gants, tout ça, il y a la grosseur du logo, tout ça, mais les bâtons, là, ils ont vraiment l'air d'avoir un attachement particulier à cet aspect-là du match. Là, c'est les couleurs du bâton, la couleur du logo, La gravure. la gravure, la longueur qu'on peut mettre le nom du gars dessus. Ah ouais. Tout est réglementé. Puis tantôt, tu as parlé de copes, là, de Ouais. trous qu'on fait au bout. À quoi ça sert exactement? Pourquoi certains en veulent puis d'autres non? Mais honnêtement, c'est que ça change complètement le ballon de ton bâton. Ok. Exemple, si je veux un 34 pouces, comme je disais, 32 onces. Si quelqu'un prend un 32 onces, pas de trou, mais le poids va se retrouver un peu plus sur le bout du bâton. Quelqu'un dit, ben, fais un trou dedans. Il va être à 32 onces pareil, mais le poids, il est moins au bout, il est plus réparti. Puis il y a des joueurs maintenant qui connaissent un peu plus la physique du bois. Puis il dit, si je prends mon bâton 32 avec un trou dedans, ça veut dire qu'à la base, il va être à peu près 33 onces. Ça veut dire que la bûche est plus dense. Le morceau de bois qu'on prend, fait qu'il dit, si elle est plus dense, ben, j'ai plus de puissance, puis il y a moins de chances de casser. Fait que ça vient souvent ça. Fait que c'est pas rare, on voit souvent le monde qui veut un trou dans le bâton. Soit c'est pour balancer, puis de cette façon-là aussi, tu es quasiment assuré d'avoir le bon poids que tu veux. Parce que quand il n'y a pas de trou, à un moment donné, ça vient dur de l'avoir 31 ou 32 onces pile dessus. Fait qu'avec un trou, ben, les joueurs sont assurés d'avoir le bâton au poids qu'ils veulent. Et quand on parle, tu sais, par exemple, d'une journée comme la fête des mères, là, où tous les joueurs utilisent des bâtons roses ou des choses comme ça, est-ce que, avoir ton visage, je pense que j'ai une partie de ma réponse, mais j'allais dire pour vous autres, est-ce que ça devient excessivement compliqué ou c'est simplement une question de couleur? On parlait de règlement et du baseball majeur qui est très sévère. Là. Pour la couleur rose sur le bâton, ceux qui sont familiers un peu avec les codes de couleur, il y a un code de couleur en particulier. Et si ton rose n'est pas le bon rose, tu vas avoir une amende. Ah ouais. Ouais. Donc, puis il y a même une époque, moi je n'étais pas là, mais ça fait quelques années que les compagnies n'avaient même pas le droit de mettre leur logo sur ces bâtons-là. Parce que c'était une œuvre charitable et il fallait que tu fasses ton effort pour la cause. Mais c'est à ce point réglementé et encadré. Là.
Ça, c'est le monde de l'administration qui parle. Le monde de la production, là, ben, ça fait que les joueurs, là, ils vont te le dire 2 jours avant la journée qu'ils en veulent des roses, finalement. Puis là, il faut qu'ils appellent un que tu te rends compte qui joue en Arizona, l'autre, il joue à Los Angeles, l'autre joue en Floride. Puis là, il y en a 1, il y en a 3, il y en a 10, il y en a 12 à faire. Puis là, il faut que tu prennes encore une bûche qui est la goutte d'angle passe. Puis tu sais qu'il dure un match. Puis des fois, ils l'ont, puis ils jouent même pas avec. C'est juste parce qu'ils voulaient le bâton rose. Puis ils jouent même pas avec. Fait que là, tu te dépêches, faut que tu ailles vite. Des fois, la peinture est même pas sec, elle est déjà dans le sac. Puis... Non, pour la production, honnêtement, là, je prendrais un autre fête. Mais c'est parce que c'est devenu un peu la marque de commerce qu'on voit ça. Puis même chez les capitales, je vois des fois des bâtons qui sont assez couleurs assez précises, puis des choses. Puis je veux dire, les gars ici, c'est des très bons joueurs, mais c'est pas des gars des ligues majeures. Mais les joueurs sont assez pointilleux, peu importe le calibre. Ouais. Ben, Jordan Lennerton, mais lui, il fallait que son manche soit jaune avec le baril bleu royal ou navy. Là. Mais l'avantage avec lui, c'est qu'il a pris un bâton dans toute l'année. Ah oui, il n'a pas cassé. Il en a connu une bonne, d'ailleurs, une bonne année. On n'a pas fait beaucoup. Je pense qu'il y a eu ses 3 bâtons au début de l'année, puis il n'a pas recommandé. Mais lui, il fallait que ça soit jaune, bleu, puis telle manche spéciale. Fait que, tout le monde en a. Combien de temps? Un bâton, si je te dis, Lee, il faut que tu me fasses un bâton de la base jusqu'à la finition, ça va te prendre à peu près combien de temps? Mais, en réalité, si un bâton à une journée, tu pourrais le faire, mais à cause du séchage de peinture, c'est ça qui prend. Nous autres, admettons, tu veux un bâton 2 couleurs, on va dire, mais ça va prendre au moins 3 heures de séchage d'un bord, puis 3 autres. Fait que ça fait 6. Fait que dans le fond, dans ta journée, tu peux pas. Mais s'il n'y avait pas de peinture ou rien, ou une sorte de peinture, si tu commences à 8 heures, à la fin de la journée, tu l'as. Parce que ça va prendre, grosso modo, peut-être 1h30 faire le bâton. Et ce qui reste, c'est le séchage de peinture. Puis, en réalité, je dis que ça prend 3 heures, c'est parce que tu peux le manipuler. Mais si tu es capable de le laisser sécher 4, 5, 6, 7 jours, c'est encore mieux. Là. La compétition, ça vient-tu encore des mêmes compagnies? Je pense toujours à Louisville, le Slugger, je sais pas encore, le Spalding, je sais plus qu'est-ce qui existe exactement. Est-ce que ça Spalding, non, pas tant, non. Mais ça vient encore, c'est ces gens-là qui sont vos principaux commanditaires, pas commanditaires, mais compétiteurs? Oui et non. Depuis quelques années, il y a des compagnies qui arrivent puis qui connaissent du succès rapidement. Marucci est un meilleur exemple. Je pense qu'eux ont été fondés en 2004 ou 2005. C'est ça. Mais c'est rendu la marque numéro 1 dans le baseball majeur. Puis eux sont allés d'une façon où est-ce qu'ils sont allés chercher des joueurs du baseball majeur pour investir dans la compagnie, devenir porte-parole, devenir ambassadeur. Fait que c'est comme ça qu'ils ont réussi à grossir leur marque parce qu'eux étaient les meilleures personnes pour parler du produit à leurs coéquipiers, mais aussi comme pour faire de la publicité, c'est les meilleurs gars possibles. Le danger avec ça, c'est une fois que ces gars-là prennent leur retraite, ils demeurent investisseurs pareils, mais là, tu te ramasses avec des gars qui sont plus actifs. Fait que c'est un peu ça le danger, mais ça leur a permis en peu de temps, en 10 ans ou presque, de devenir le bâton le plus utilisé. Puis là, ils ont acheté un autre compétiteur qui était Victus, qui était aussi en train de grandir assez vite. Donc, eux se sont réunis. Fait qu'à 2, ils sont pas mal en train de ramasser le marché. C'est sûr que Louisville est encore là, mais Louisville a été acheté par une compagnie finlandaise qui possède Wilson aussi. Donc, le marché du bâton de baseball est quand même assez compétitif, est assez difficile. Donc, ça fait en sorte que les gens doivent, à un certain point, se rassembler, unir leurs forces, dans le fond, pour réussir à rester au top. Parce que tu as tout le temps une petite compagnie qui va arriver. Puis nous, on le vit. Dans le fond, dans le baseball majeur, on est peut-être une trentaine de compagnies. Année après année, il y en a une qui arrive, une qui part. En tout cas, ça reste autour de 30-35. Mais dans tout le reste du marché, il y en a peut-être 150 compagnies qui font du bâton de baseball. Il y en a que c'est vraiment à temps très partiel, mais ils réussissent à aller chercher un peu de part de marché, à couper les prix, dans le fond, parce qu'eux font ça de façon artisanale, fait qu'ils vendent pas ça trop cher. Donc, ça fait en sorte que le marché est très diversifié en termes de marques qui sont présentes. Il y a des marques que tu pourrais voir et tu n'as jamais entendu parler de ce brand-là, mais ils vendent peut-être leurs 1000 bâtons par année, puis les autres sont bien contents avec ça, mais ça fait en sorte que le marché n'est pas nécessairement saturé, parce que ça reste un énorme marché quand même à l'échelle planétaire, mais ça fait en sorte que c'est hyper compétitif. Est-ce que vous
c'est sûr que quelque part, vous essayez de peaufiner votre produit, mais est-ce que vous regardez ce que les autres Ah font oui, pour... c'est sûr. ouais? C'est sûr. Comme je te disais tantôt, quand on reçoit des bâtons à copier, là, oui, on le copie pour faire un bâton, mais on l'examine pas mal. Tu sais, juste exemple, on grave le nom d'un joueur, on graverait François Paquette, puis tu veux qu'on mette de la couleur dedans. Mais on regarde les autres compagnies, comment ils mettent leur couleur. On est capable de faire. Parce que comme je te dis, tout le monde est rendu sur le fini maintenant. Fait que c'est ça qu'on veut améliorer beaucoup, c'est notre fini pour qu'il soit plus lustré, moins lustré, des collants aux couleurs d'un drapeau, n'importe quoi. Fait qu'on analyse tous les bâtons qu'on reçoit, puis honnêtement, on en reçoit des fois, puis on dit les autres sont beaux en crime. Fait qu'il faut trouver une façon que notre bâton ressemble à celui-là, parce qu'il est vraiment beau. Puis d'autres, on fait, oh non, ça va pas ressembler à ça. Mais il y en a d'autres, là, on essaie de se baser sur eux qu'on trouve les plus beaux, puis on veut s'accoter à ça, parce que c'est vraiment rendu important, le visuel. Mais les beaux n'étant pas toujours les meilleurs non plus. Non, mais le garçon qui rentre, quand tu étais jeune, là, on recule de plusieurs printemps, puis quand tu rentrais dans un magasin... Qu'est-ce qui flash? Exact. Fait que là, peut-être que le vendeur va dire « Ouais, pas trop, mais tu vas être attiré par lui. » Fait que là, moi, hey, puis là, tu le trouves beau, t'es ici. Fait que, oui, comme tu as raison, c'est pas toujours le meilleur, mais quand tu es rendu dans les majeurs, là, les 30 compagnies qui sont dans les majeurs, le bâton qui est dans les majeurs, ils ont fait un bon travail dessus, parce que sinon, c'est sûr que le joueur ne prendrait plus ce bâton-là. Fait qu'on sait que ce bâton-là, il est bon, puis en plus, il est beau. Fait qu'on dit, hey, là, il faut trouver une façon d'être aussi beau que les autres. Est-ce que le bâton d'aluminium existe encore dans le baseball actuel pour le... Ben, oui, mais on sent une tendance vers le bois pas mal. Vois-tu, cette année, à partir du 1er janvier 2018, les règlements à USA Baseball, dans le fond, l'organisme qui régit le baseball amateur aux États-Unis, ont complètement changé pour les bâtons d'aluminium composite. Dans le fond, ce qu'on veut arriver, c'est une technologie qui s'apparente de plus en plus vers le bois. Pour différentes raisons de sécurité, aussi pour éventuellement faciliter la transition vers le bois. Mais comme l'année passée, il y a 2 tournois qui nous ont approchés, des tournois de vraiment jeunes. Là. On parle de 10-12 ans, qu'eux ont décidé de faire un événement en bois, alors que pendant la saison, ces jeunes-là ne frappent qu'en aluminium. Mais il y a vraiment une tendance vers le bois, donc pour nous, c'est bon, parce que c'est ça qu'on fait, des bâtons de bois. C'est sûr qu'on a essayé un petit peu le bâton d'aluminium pour très très jeune, le bâton de T-ball. Mais nous, ce qu'on veut faire, puis ce qu'on veut promouvoir, c'est des bâtons en bois, parce que je pense que tu es d'accord avec moi que plus jeune tu commences à frapper en bois, mieux c'est, donc tu vas t'habituer plus vite. Puis ça peut avoir un bon impact sur ton jeu en général. Mais oui, il y a vraiment une tendance à l'inverse. Ce qu'on avait vu, entre autres, avec le baseball junior au Québec, je sais pas, ça fait quand même quelques années. Puis là, peut-être que c'est plus dur pour un joueur junior, par exemple, de frapper un circuit au stade municipal. C'est tout à fait normal, mais c'est la logique, comme tu dis, de te préparer pour l'avenir. Plus la tendance se maintient, c'est-à-dire qu'on voit les jeunes plus jeunes utiliser les bâtons de bois. Là, depuis... Souvent, la grande peur au début, ils pensaient que si on frappe avec des bâtons de bois, ça va tellement casser que ça va coûter plus cher, mais au prix des bâtons d'aluminium qui sont, puis en plus, avec les statistiques qui prouvent qu'on ne casse pas tant de bâtons de bois que ça, c'est pas un avantage, mettons, financier là, de prendre un bâton d'aluminium. Puis en plus, comme tu dis, si tu commences plus jeune, ben, tu t'habitues plus vite, puis un moment donné, tu t'en casses quasiment pas, puis tu vas le trouver ta puissance. Il y en a pareil des circuits. Moi, dans l'année que je jouais junior, c'était des bâtons d'aluminium, puis il n'y avait pas tant de circuits que ça au stade. Je pense qu'il y a plus de circuits au stade maintenant avec des bâtons de bois que nous dans le temps avec des bâtons d'aluminium. Parce que ça sortait pas beaucoup. Là. Puis là, mais en bois, mais le monde s'habitue. Puis moi, je me rappelle, j'ai joué à une ligue, la Cape Cod League, à Boston. Puis ça, c'est comme une des ligues, comme les gros prospects. Pas moi. On peut dire on. Là. Moi je suis arrivé là, je me suis faufilé, là, mais c'est gros prospects. Puis c'est du monde d'université américaine qui arrive avec des bâtons d'aluminium, puis qui arrive là, puis là, c'est en bois. C'est la première été. Puis moi, je suis resté là 2 semaines, les 2 premières semaines. Puis il y a énormément de bâtons qui se brisent les 2 premières semaines parce que le monde ne sont pas habitués. Puis l'élan d'un bâton de bois et d'un bâton d'aluminium n'est pas la même. Puis quand tu arrives vers la fin de l'année, il en casse déjà plus. Fait que, parce que c'est du monde plus. Fait que tu te dis, ben, si on commence plus jeune, ça va être juste un apprentissage. Puis je pense que c'est aussi les dépisteurs qui étaient souvent déçus parce qu'ils repêchaient quelqu'un par rapport aux statistiques d'un bâton d'aluminium. Puis quand ils arrivent dans le système des mineurs, puis tout ça, des filiales, c'est pas le même joueur. Là, parce qu'il n'a plus autant de puissance, il frappait. Fait que, il y a plein de choses qui changent. C'est quand même fascinant que la NCAA soit encore majoritairement en bâton d'aluminium. Je comprends que
il y a des gros joueurs de l'industrie, de l'équipement sportif qui mettent beaucoup d'argent pour promouvoir leur équipement, mais ça reste que, justement, l'étape d'après, c'est le baseball affilié, c'est le baseball majeur. Puis si t'as jamais frappé en bois, mais je pense que souvent la saison d'automne, quand ça compte pas, ils ont des bâtons de bois, puis dès que la saison de printemps, janvier, ils mettent les bâtons de bois. Dans le fond, tu te mets des chiffres, te faire repêcher, Ben, signer ton ça. bonus, puis on verra après. Es-tu capable de me dire, Marc-Antoine, ça ressemble à quoi le prix d'un bâton standard? Quelqu'un qui, son jeune, joue, je sais pas, à Tombe, puis oui, il veut s'acheter un bâton B45, ça ressemble à quoi? Mettons que tu rentres là, dans un magasin sur l'étagère, ça va être 119,99 pour un bâton adulte, dans le fond, 31 pouces et plus. OK. Puis, dans ces, je sais pas si ça fonctionne comme le hockey, y a-tu des garanties sur des bâtons comme ça? Ouais, nous, dans le fond, on offre une garantie de 30 jours. On a été une des premières compagnies, je pense, dans le bâton de bois à offrir la garantie. Depuis ce temps-là, d'autres compagnies ont suivi. C'est la même garantie qu'un bâton de hockey à peu près. Exact. 30 jours, s'il casse, tu peux revenir, puis on va t'en donner un. C'est ça. Puis, tu sais, pour vrai, en 2017, notre taux de retour est moins d'1% là, de tous les bâtons qu'on a fait. Là. Donc, pour nous, la garantie, c'est une façon de dire aux gens, ben, on a confiance aux produits qu'on fait parce que il y a des grosses chances qu'ils ne cassent pas dans 30 jours. Là. Est-ce qu'on peut dire que B45 est en très bonne santé, que les choses vont très bien présentement? Ben, Oui. peut-être pas Tomlinson, il dirait pas ça aujourd'hui. Non, il est malade. Mais effectivement, ben, ça va mieux. En tout cas, je sais pas, peut-être que lui, il a tous les chiffres exacts, là, mais nous, on le voit juste par... tu sais, comme dit, c'est tout du monde qui travaille à la shop, c'est tout du monde qui joue au baseball, puis ils n'ont pas besoin de forcer le bâton au monde. Le monde le veut. Puis là, on s'engrossit. Là, on a vu avec même les majeurs, on dirait qu'il y a plus de publicité, puis il y a tout ça. Fait que moi, juste, sans voir des chiffres, admettons, je sens que on est beaucoup plus présent, puis le monde nous en parle. Puis avant, je me promenais, si j'avais ma calotte, bon, on ne savait pas c'était quoi. Là, maintenant, il est ça. Je vois même du monde que je connais même pas avec des calottes B45. Fait que je dis, fait que là, on commence à voir la marque. Côté chiffre. Ça va bien. Ça va bien, mais oui, je pense que côté reconnaissance de la marque, là, on a pris 2-3 steps là, depuis 2 ans. Là. C'est vraiment un gros changement de ce côté-là. Puis c'est sûr que on va encore dans des événements aux États-Unis, même en Ontario, même au Québec, des fois, où est-ce que là, les gens nous découvrent. Mais c'est parce qu'à un certain point, ils n'ont peut-être pas été exposés nécessairement au bâton de bois avant ça. Mais si je compare à il y a 2-3 ans, quand j'allais dans le coin de Toronto versus maintenant, la proportion des gens qui nous connaissent déjà est beaucoup plus grande. Donc, je pense que le travail qu'on a fait depuis plusieurs années à se faire connaître, mais là, c'est en train de payer. Se faire connaître et aller chercher une certaine crédibilité aussi. Parce que c'est quand même assez important. Oli, est-ce que tu t'ennuies de jouer Est-ce que tu joues encore au baseball? Ouais, je joue dans une petite ligue, là. Il y a senior, puis il y a juste après senior, là, c'est là, avec ton ami Stéphane Bédard, qui est là. C'est un regroupement d'anciens capitaines? Non, mais c'est une ligue qui existait, c'est parce que j'étais un gros fan de deck hockey avant, puis je peux plus jouer au deck hockey parce que je me suis blessé quelque part au genou. Mais, puis je voulais continuer à faire quelque chose, puis au début, je savais plus si ça me tentait de jouer, honnêtement. Puis on joue, c'est vraiment pour le fun, c'est du baseball, c'est assez compétitif, mais je veux dire, on n'a plus d'attente, je veux dire, on joue parce que la gang est vraiment le fun. Puis oui, j'ai continué Puis à jouer. Tu testes tes produits durant tes matchs ou... Ouais, non, mais c'est drôle parce qu'il y a d'autres compagnies aussi. Il y a une compagnie qui est comme sponsor, commanditaire de cette ligue-là. Mais on voit souvent ces bâtons-là cassés. Non, c'est pas vrai, mais on fait des blagues parce que des fois, je dis, tantôt on parlait, tu disais si c'était résistant le boulot jaune, mais nous autres, je me rappelle quand on a commencé, puis on commençait à être un petit peu populaire, mettons en 2007-2008, il y a d'autres compagnies qui sont avec le boulot jaune, puis tout ce qu'ils voulaient faire un peu, c'est comme du pouce sur nous autres, tu sais. Mais t'as bien beau avoir le boulot jaune, mais il faut que tu fasses le bâton comme il faut, pareil. Fait il y avait beaucoup de monde qui arrivait, puis ça avait fait mal un peu, parce qu'ils baissaient le prix. Dans le fond, il baissait le prix, puis c'est la même chose que B45, mais non, ça ne l'est pas. En tout cas, ça pour dire, fait que oui, je joue encore un peu de même pour le fun. C'est quoi, une vingtaine de games par année, pas plus. Fait que, le fun, mais surtout, je coach mes 2 enfants maintenant, fait que il me reste moins de temps. Est-ce que ce sont 2 receveurs? Non, pas encore. Là, c'est le lance-balle. Il n'y a pas de receveur encore. Mais non, un qui est rally cap. Fait que ça. Mais honnêtement,
j'ai vraiment aimé ça être receveur, mais je leur conseillerais pas d'être receveur tant que ça au début. Peut-être plus un peu plus tard, parce que juste le fait d'être accroupi derrière le marbre, tu veux pas commencer peut-être à trop jeune âge pour faire ça. Mais non, d'un côté, non, ils aiment ça. J'ai pas forcé rien. Puis là, les deux, ils aiment bien ça. Puis ils sont à l'Académie des Capitales tous les samedis. Là, ils m'ont déjà parlé de cet été, ils veulent venir au camp des Capitales toutes les semaines. Fait que non, ils aiment bien ça. Je veux juste terminer, habituellement je le fais à l'inverse, puis je te le demande au départ, là, je vais vous le demander à la fin parce que vous êtes des passionnés de baseball, puis vous êtes quand même un parcours assez différent l'un de l'autre. Très, très différent. Ça on se met pas dans la même phrase. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines, on a parlé avec Oswey Pelé, puis je lui posais la question, puis Oswey disait Omar Vizquel. C'est le gars qui m'a fait triper, c'est lui qui m'a fait aimer le baseball. Qu'est-ce qui vous a fait aimer le baseball? C'est-tu un joueur? C'est-tu parce que vous avez joué? C'est parce que vous l'avez regardé à la télé? D'où ça vient cette passion-là pour le baseball? Commence, tout ça va peut-être être court. Ben moi, je te dirais, c'est du plus loin que je peux me rappeler, c'est les expos à la télé. Ouais. Mais après ça, c'est vraiment les capitales ici. Je pense que je suis venu dès la première année. J'ai vu jouer M. Lépine. Tu as fait pas mal de choses dans oui, l'organisation. c'est ça, mais ici. avant de travailler ici, j'étais d'abord un fan de baseball des capitales qui venait une fois de temps en temps puis qui écoutait les matchs à la radio l'été. Fait que ça a été pas mal le début de ma passion du baseball. Là. C'est vraiment les expos à la télé puis les capitales ici en vrai. Salut? Ça fait un peu cliché, mais je vais dire mon frère, pas mal. Parce que mon frère. Ton frère Julien? Oui, Julien. Qui a quoi? 2 ans? 2 ans plus que moi. Que toi? Puis lui, il a commencé à jouer parce que, honnêtement, je me rappelle même pas pourquoi j'ai commencé à jouer quand j'étais jeune. Ça devait être parce que lui, il jouait. Puis on se lançait la balle, puis tout. Puis on a joué. Puis, tu sais, des fois, on disait tout le temps, t'as-tu un joueur préféré? J'ai jamais vraiment eu de joueur préféré. Je regardais des joueurs, tu sais, on regardait Podge dans le temps, Ivan Rodriguez, Charles Johnson, qui était considéré comme la pieuvre derrière le marbre. Tu sais, même Sandy Alomar Jr. Là. Bon, mais honnêtement, moi, j'ai joué parce que mon frère jouait, parce qu'on faisait la même affaire. On jouait au baseball l'été, puis on jouait au hockey l'hiver. Puis, je sais pas, à force de jouer, je pense, à un moment donné, j'ai tombé à un niveau que ça commençait à être vraiment le fun, on dirait. Parce qu'au début, on se le cache pas quand on est jeune. Là. Maintenant, ils ont fait un beau travail avec le Rally Cap. Là. Mais avant, quand t'es jeune, si t'aimes pas ça, c'est pas un beau sport. Le baseball, c'est plate, même. Puis moi, j'ai passé à travers ça, peut-être parce que j'allais jouer avec mon frère après. J'avais des amis qui jouaient, puis j'ai joué au baseball comme ça. Puis à un moment donné, ça n'a même pas été dur de décider, on joue au hockey ou au baseball. J'ai continué dans le baseball, puis... C'est comme ça que j'ai joué, puis j'ai adoré ça. Après, comme il dit, on écoutait les expos, c'est sûr, à TV. Hey, j'avais une TV noir et blanc dans ma chambre, tube, je pense 3 pouces et demi. Puis on écoutait les matchs. Il y avait un seul poste, c'était ça, puis on aimait ça. Puis, ou à radio, avec Jacques Doucet. Tu sais, comment de fois on s'est endormi avec les expos. Fait que ça doit être comme ça. Puis à force de jouer, puis après ça... Mais, tu sais, après ça, tu regardes des gars, exemple, comme Michel Laplante, tout ce que ça rapporte autour, oui, on joue, on aime ça, mais voir, exemple, toutes les infrastructures ici, tous les jeunes qui jouent, là, je regarde, c'est mes enfants qui jouent, puis tout ce que ça fait, dans le fond, juste faire du sport, c'est le fun, puis on dirait que ça me fait aimer encore peut-être plus le baseball. J'avais arrêté, après mes capitales, j'avais joué, mais c'est pas moi, là, mais après mes années au capital, presque peut-être, mais... j'ai joué 2-3 ans senior, puis j'étais complètement... Là, on me parlait plus de baseball, j'écoutais plus le baseball, je savais plus rien, puis on dirait que quand j'ai recommencé avec les enfants, puis tout ça, on dirait que là, c'est vraiment le fun. Je trouve que les parents qui viennent voir leurs enfants, je trouve que c'est pas comme le hockey. Des fois, mon gars joue un peu, puis j'aime pas l'ambiance des estrades. En tout cas, c'est dur à expliquer, mais quand on arrive au baseball, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis c'est pour ça aussi que j'ai recommencé à jouer. J'aime vraiment ça. Puis tout ce qui est autour, ce qui s'est produit. Puis comme je dis, à Québec, on est chanceux. Ça grossit pas mal. Je pense que Michel mérite des tapes dans le dos un peu. Mais ça fait que c'est vraiment le fun. Puis je trouve que le sport est encore plus fun que je pensais, peut-être, même que quand je jouais. Peut-être que si j'avais cette attitude-là quand je jouais, ça aurait peut-être été mieux. Parce que des fois, quand tu es dans ton sport, on dirait que tu vois pas aux alentours. Mais je trouve que non, c'est vraiment le fun. Puis j'aime encore... Comme je dis, j'aime quasiment plus ça qu'avant. Puis j'aime ça comme... coacher les jeunes, puis voir les jeunes, parce qu'on se rend compte que la pratique du baseball, je pense que ça fait des bonnes personnes dans la vie après un peu. Là, mais que, moi, j'aime bien ça. Puis je vais juste finir là-dessus, parce que vous avez parlé des deux chez les Capitals. Tu étais là comme spectateur pour les débuts, tu étais là comme joueur pour les débuts. C'est la 20e année des Capitals qui va commencer très bientôt. Si je t'avais dit ça, Marc-Antoine, il y a 20 ans, évidemment, tu connaissais peut-être pas le produit et tout ça, mais
c'est fabuleux de voir ça, parce qu'il y a bien des gens qui pensaient qu'après 5 ou 6 ans, on fermerait les livres. Tu sais, pour avoir travaillé ici pendant 4 ans, tu finis par connaître l'histoire du baseball à Québec, puis du baseball pro, puis tu te rends compte que les équipes, ils n'ont pas duré si longtemps que ça en bout de ligne. Fait que de voir les capitales qui durent pendant 20 ans, puis on peut pas croire que ça va pas durer pendant 20 autres années si la Ligue reste en santé et tout ça, s'il n'y a pas d'autres facteurs externes qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est vraiment fascinant de voir que le baseball pro s'est implanté comme ça à Québec. Là, c'est chapeau. Puis un peu la même chose avec toi, comme je disais, tu étais là au début. Un club qui était dirigé par des anglophones. Puis ça aussi, ça a changé 20 ans plus tard, mais quand tu as commencé avec les Capitals, est-ce que tu pensais que ça... Tu sais, le calibre était bon, les gens aimaient ça, mais de là de penser que ça durait 20 ans, c'est quand même assez incroyable. Là. Mais honnêtement, je connaissais absolument rien de cette ligue-là avant que les Capitals arrivent. Fait que je savais pas c'était quoi un peu le circuit indépendant. On n'entendait pas parler, nous autres, on parlait qu'il y avait du monde dans le junior qui se faisait repêcher dans les clubs écoles, puis peut-être monter, mais indépendant, on n'avait pas entendu ça. Fait que c'est sûr que la première année, j'étais pas là au début, moi je suis arrivé plus tard, puis j'étais justement à Cape Cod, puis mon frère a fait l'équipe, puis je dis ça a l'air de quoi, puis il dit ah non, c'est du gros baseball, c'est le fun, c'est tous les jours, puis tout ça. Fait que là après quand je suis arrivé, j'ai vu ça, mais comme disait Renan, je savais pas vraiment aux États-Unis si ça durait longtemps ou pas. C'est après 2-3 ans qu'on comprend que OK, ça peut être fragile, une équipe, là, ça peut être assez fragile. Et même une ligue. Oui, même la ligue, oui, la ligue, après, avec d'autres, on a changé de Norton à Northeast à Canam, puis, là, je pense que c'est quasiment la ligue Canac, je pense. Mais, tu sais, tout ça pour dire que, là, tu sais, ça bouge beaucoup, puis je pense que ce qu'ils ont fait à Québec, là, je vais mettre encore Michel, ou peut-être même Miles Wolf, tout ça, c'est peut-être de créer, tu sais, je pense que Québec, tu sais, on enlève la ligue, c'est une bonne concession parce qu'on dirait qu'ils sont bien intégrés avec le monde d'ici. Le monde, je veux dire, moi j'entends du monde qui ils vont au Capital, je pense qu'ils connaissent aucun joueur, ils savent même pas après le match qu'il a gagné, ils ont dit l'ambiance est le fun. Fait que ça fait une équipe solide. Maintenant, est-ce que tu es capable de trouver plein d'équipes solides pour faire une ligue solide? Je pense que c'est ça. Mais moi, 20 ans, honnêtement, je me rappelle, on avait fêté les 10 ans. Ouais. Ça fait 10 ans à peu près, je pense. On avait fêté les 10 ans. Puis le monde en parlait déjà. Le monde disait, hey, 10 ans, tu sais. Ouais. Puis là, on est rendu à 20. Puis comme disait Marc-Antoine, 30, 40 aussi. Là, il va rester juste la ligue, mais on sait que les joueurs de baseball qui viennent, moi, je pense, là, si je jouais demain matin dans la ligue, je pense qu'ils sont beaucoup plus forts que nous qu'on était. Puis ça va juste... Le calibre va toujours être de mieux en mieux. Genre, regardez Jordan Lennerton, on parle de lui. C'était un gant d'or dans le 3A. Oh. Il s'en vient jouer. Tu sais, puis c'était tout un frappeur aussi. Dans mon temps, moi, c'était Jojo Hernandez la première année. Je sais pas si tu t'en rappelles. Tu te rappelles pas de Jojo Hernandez? C'était une recrue. Il a travaillé bien les scoops, mais ça frappait 122. Je veux dire, c'était tough, là. Mais non, fait que non, je suis vraiment content pour les Capitals. Puis honnêtement, j'espère que Trois-Rivières, peut-être Montréal, deviennent un peu comme ça. Puis je pense que le monde aime le principe du dôme. Oui. Puis en faisant ça, mais ça va faire des beaux terrains, parce qu'on parlait de la solidité de la Ligue. Il y avait des terrains qu'on allait jouer, là. Je pense que même Bison de Saint-Eustache, le terrain était plus beau que ça, là. Fait que, mais je pense que ça va créer quelque chose, puis les joueurs vont vouloir venir jouer dans ces ligues-là de plus en plus. J'ai des souvenirs de Pittsfield quand tu me dis ça. Pittsfield, hein? Merci beaucoup, Marc-Antoine Gariepi, Olivier Lépine. Merci d'être passé dans cette émission. Alors, c'était le podcast d'aujourd'hui pour Derrière le marbre. On se reparle très bientôt.